Le site de Komaboubilou, qui fut occupé de l'ancien empire à l'époque médiévale, se situe à 80 km environ au nord-ouest du Caire, le long de la branche la plus occidentale du Nil, qui reliait les villes de Memphis et de Canop. Ce lieu, qui correspond à l'ancienne ville pharaonique de Mefkat, puis à la Térénoutis des Grecs, constituait également une zone de passage où aboutissaient de multiples pistes caravanières. Le projet d'étude et de fouille du site de Komaboubilou est une collaboration entre deux institutions spécialistes de l'égyptologie et de l'archéologie égyptienne. L'Institut français d'archéologie orientale au Caire et l'Institut de papyrologie et d'égyptologie de Lille. Les premiers travaux à Komaboubilou furent menés entre 1887 et 1888, mais les plus grandes opérations archéologiques eurent lieu entre 1969 et 1975, lorsque le service des Antiquités de l'Égypte décida de creuser un canal qui aujourd'hui divise le site en deux parties. De ces fouilles, aucune publication n'a vu le jour, et les travaux engagés par l'IFAO et l'Université Lille 3 ont pour objectif de combler cette lacune en reprenant le dossier de ce site remarquable qui réunit les trois composantes d'une ville égyptienne, une zone urbaine, un temple et une nécropole. La première campagne d'étude du site fut ainsi menée entre décembre 2012 et janvier 2013. Quand je me suis présenté au poste de professeur d'égyptologie à l'Université de Lille, il a tout de suite été pour moi important que l'Université de Lille ait un chantier de fouilles en Égypte. Alors pour cela, j'ai réfléchi et compte tenu du fait que les Égyptiens, depuis plusieurs années, encourageaient les étrangers à fouiller, en particulier dans le delta, je me suis penché sur la question, j'avais bien quelques idées en tête, et après des discussions avec plusieurs collègues et dont des spécialistes de cette région de l'Égypte, mon choix s'est porté sur le site de Komaboubilou, dans l'ouest du delta. Cette région du delta est très intéressante puisque, pour, disons, résumer, c'est une région qui se situe pratiquement à mi-chemin entre Le Caire, aujourd'hui, c'est-à-dire l'ancienne Memphis capitale, et Alexandrie, dans une région très importante économiquement, politiquement, énormément d'événements s'y sont déroulés depuis l'Antiquité, et on arrive à en suivre la trace à plusieurs moments de l'histoire. Mais nous avons également, grâce aux fouilles anciennes, nous savons qu'il y avait dans cet endroit une très grande cité, essentiellement dans ce qui nous était parvenu gréco-romaine, mais pas uniquement, également byzantine, donc plus tardive, mais aussi plus ancienne, avec des restes plus anciens. Et j'ai visité ce site au début de mon séjour en Égypte, dans les années 81, ce qui m'a un petit peu, disons, cette concordance entre ce vieux souvenir, ce projet, et le fait que quelqu'un s'y intéresse, a été le point de départ. Lorsque le professeur Didier de Vauchel m'a confié le sujet de thèse sur Komaboubilou et sa région, je n'avais, il faut bien le dire, jamais entendu parler de ce site, qui n'est pas l'un des grands centres politiques de l'Égypte, comme peuvent l'être pour le delta les villes de Saïs, la ville de Saïs par exemple. Quand on commence à travailler sur un site qui a fait l'objet de fouilles anciennes, mais qui ont été publiées très partiellement, il faut commencer par établir le dossier préliminaire de la documentation. Il faut donc chercher dans les archives, dans les musées du monde entier, les rapports de fouilles, les objets, tout ce qui sort, tout ce qui est sorti du site, pour en faire une étude préliminaire. C'est aussi à cela que l'on peut voir l'intérêt du site et s'il est nécessaire de continuer à travailler dessus. Alors quand on arrive sur le terrain, sur ce genre d'endroit, tout est à faire. On arrive sur un endroit dans lequel on ne connaît rien, sur lequel on ne connaît rien au niveau géographique, on ne possédait même pas de carte et de plan du site. Il a donc fallu que nous commencions par prospecter pour voir l'état des vestiges, pour répondre à un certain nombre de questions sur l'organisation urbaine, sur la présence et la localisation des ateliers artisanaux, sur la conservation de la nécropole gréco-romaine. Nous avons décidé donc de faire une première campagne archéologique sur le site, avec pour objectif de créer la carte du site et de la remplir en quelque sorte avec des observations de surface, puisque l'une des caractéristiques du site de Komaboubilou, c'est son excellent état de préservation pour un site du delta.
Les sites du delta égyptien sont en effet extrêmement abîmés, ils ont beaucoup souffert de l'extension des cultures, du déplacement des branches du Nil et d'une urbanisation extrêmement importante tout au long de son histoire. Et le site de Kom Abou Bilou présente donc l'intérêt d'avoir un peu échappé à cela et de nous présenter une ville et sa nécropole fonctionnant depuis les périodes les plus anciennes jusqu'au Moyen-Âge, tout cela sur un même site et préservé de manière assez exceptionnelle. La première campagne archéologique menée à Kom Abou Bilou a pour objectif de dresser un plan du site et d'effectuer l'inventaire préliminaire des vestiges visibles en surface. Un topographe est chargé d'établir un plan du terrain pour permettre à l'archéologue de se situer avec précision sur le site et de reporter les résultats de ses travaux. Le céramologue, quant à lui, étudie les tessons de céramique afin de dater les couches et bâtiments archéologiques. Il aide également l'archéologue à caractériser la fonction des espaces qu'il fouille. Notre métier de céramologue consiste en l'étude de la céramique. Par ça, on comprend la sélection des formes les plus typiques d'un site. On va les dessiner, en faire un catalogue, pour ensuite les comparer à d'autres catalogues de référence pour établir des datations. Ici, à Kom Abou Bilou, en tant que céramologue, nous allons réaliser une prospection de surface. C'est-à-dire que nous allons chercher à savoir un petit peu le type de matériel présent en surface, donc d'un point de vue chronologique. Et donc ça va nous permettre de donner une fourchette chronologique des vestiges qui se trouvent en sous-sol, ainsi qu'un petit peu de commencer à donner de premières hypothèses sur le type de structure qu'on aurait finalement sur le site. S'il s'agit de tombes, donc de structures funéraires par exemple, d'habitats, d'ateliers. Nous allons promener finalement sur le site afin de repérer le matériel présent en surface, donc principalement la céramique, mais on répertorie également la faïence et le verre. Donc des zones ont été définies au préalable sur le site. Donc par zone, nous allons planter de petits drapeaux afin de signaler finalement ces éléments. Et ensuite, nous allons réaliser un comptage du matériel ainsi que des statistiques, puis documenter les éléments, ce qu'on appelle les diagnostics, c'est-à-dire les bords, les anses, les fonds ou les fragments de panse décorés, afin de les dessiner et d'en faire la description. Ici, donc, on travaille sur le dessin donc, des tessons que nous avons récoltés sur le terrain. Donc, tout d'abord, on les numérote en fonction de la zone. Ensuite, donc, on les dessine et on donne des indications, une description du tesson et une indication donc, notamment sur la composition de la pâte. Et ça nous donne des informations sur la fabrique et le lieu de production, s'il s'agit d'une pâte locale, donc égyptienne, ou d'une pâte importée. Les prospections de céramique menées à Kom Abou Bilou ont permis de déterminer l'emplacement d'un dépotoir, d'un atelier de production d'amphores appelé Late Roman Amphora 5-6. Ces dernières, produites localement et datées entre le 7e et le 9e siècle après Jésus-Christ, servaient au transport et à la commercialisation du natron, une sorte de sel utilisé pour la conservation des momies et la fabrication du verre. L'un des lieux majeurs d'exploitation du natron était le Wadi Natroun, une petite dépression située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Kom Abou Bilou. Le site se trouvait donc à la sortie de la piste caravanière, et l'accroissement de l'activité des verriers à l'époque romaine contribua à son important développement. En effet, le natron était mis en amphore à Kom Abou Bilou pour être ensuite envoyé vers l'ensemble de l'Égypte et du bassin méditerranéen. Les vestiges présents en surface à Kom Abou Bilou ne consistent pas seulement en de la céramique. Des blocs de pierre sont également visibles
Et d'après les courts rapports publiés par les premiers archéologues, c'est sur la zone du temple qu'ont été découverts le plus grand nombre d'entre eux, dont certains représentent les pharaons Ptolémée Ier et Ptolémée II. Ici, on se trouve dans la partie qui aujourd'hui est la plus à l'ouest du site, mais qui vraisemblablement dans l'Antiquité devait se trouver plutôt au milieu du site. Simplement les cultures autour ont avancé et on se retrouve maintenant vraiment en bordure. Et derrière moi se trouve une grande enceinte de briques crues d'à peu près 100 mètres sur 100 mètres qui, l'hypothèse que l'on a est qu'elle pourrait correspondre à celle d'un temple, notamment le temple d'Hathor, maîtresse de Mefkat, c'est-à-dire l'Hathor locale, la déesse principale de la ville dans laquelle on se trouve. Le temple est en pierre, mais l'enceinte est en briques crues. C'est quelque chose qui est assez courant. On a donc une enceinte assez massive avec des murs de plusieurs mètres d'épaisseur qui encadre un téménos, une aire sacrée. Et dans cette aire sacrée, on peut trouver différents bâtiments et différentes chapelles. Donc on espère bien pouvoir trouver au moins les fondations du temple et un certain nombre de blocs préservés. Cette campagne de janvier 2013 permet aux égyptologues de poursuivre l'inventaire des blocs de pierre visibles en surface. Ces blocs sont ensuite placés avec précision sur le plan topographique pour parvenir ainsi à caractériser les différentes zones du site. On est en train de mesurer et de repérer les blocs de pierre qui sont sur le site pour justement voir les endroits où ils sont situés et pour après pouvoir les prendre avec le topographe pour pouvoir établir une carte des différents blocs sur le site et repérer peut-être les structures du site. Inventorier les blocs de pierre présents en surface permet aux égyptologues d'effectuer des découvertes intéressantes, à l'image des fragments de stèles funéraires trouvés sur le site et qui ornaient les façades des tombes de la nécropole gréco-romaine. C'est une partie de stèles funéraires, de calcaire. On voit le mort comme Laurent et à côté de lui il y a un chien. Et aussi au-dessous, 3 lignes. On voit les pieds, le corps, on voit les bras ici. Donc là, je pense qu'il y a la tête avec le cintre. Oui. C'est pas plus grand que ça. Et en bas, il doit manquer pas grand-chose. Hein. Parce que le dommage, c'est qu'il n'y a pas d'inscription. Mais là, c'est une qu'on a trouvée avec des représentations classiques, mais gravées. Belles, hein. Oui, c'est belle. Toutes les stèles funéraires d'époque gréco-romaine trouvées sur le site de Kom Abou Bilou proviennent de la nécropole qui constituait l'immense cimetière de la ville voisine de Térénoutis. Plusieurs zones de cette nécropole, qui était l'une des plus vastes de Basse-Égypte, ont fait l'objet de fouilles au XXe siècle qui en ont montré la très importante densité d'occupation. La nécropole de Kom Abou Bilou a été fouillée assez anciennement, dans les années 1965-1970, lors du creusement d'un canal, le canal El Nasseri, qui a transpercé le site en deux. Et lors de ces fouilles donc assez anciennes, de nombreuses tombes, plus de 6000, ont été mises au jour. Ce nombre de sépultures fait de la nécropole de Kom Abou Bilou l'une des plus grandes nécropoles connues pour le delta. Et nous avons la chance qu'une bonne partie de cette nécropole soit préservée. L'un de nos objectifs est de pouvoir ouvrir un secteur de fouilles sur cette nécropole pour la documenter avec les méthodes contemporaines. Notamment, elle présente un intérêt tout à fait particulier, c'est que pour la nécropole romaine, par exemple, elle est constituée de petites tombes qui forment des petites chapelles en briques crues sur lesquelles se trouvent des stèles funéraires qui nous donnent le nom du défunt ainsi que la date de sa mort et son âge lorsqu'il est mort. On pourra donc, en comparant les données des stèles funéraires et les données de l'anthropologie, les données que l'on tirera de la fouille des corps sous les sépultures, on pourra donc avoir des informations extrêmement intéressantes sur les populations
qui ont habité la ville de Térénoutis et qui se sont fait inhumer dans la nécropole de Coma Boubilou. En plus de l'intérêt scientifique exceptionnel de cette nécropole, il faut savoir que le site est un peu en danger aujourd'hui. Les cultures progressent, la mise en culture des terrains autour du site archéologique progresse, et donc le terrain archéologique est en train d'être abîmé, il est en train de s'effondrer peu à peu et il est en train de disparaître. Il y a donc une certaine urgence à pouvoir ouvrir des travaux archéologiques sur cette nécropole qui est un témoin très important des rites funéraires de l'époque romaine et probablement des époques antérieures, mais aussi plus largement de l'histoire du site et de l'histoire de la région. Donc on a un magnifique fragment de sarcophage en terre cuite, avec encore du stuc conservé, même de la couleur rouge ici qui imite la peau. On voit bien les oreilles, les yeux, le nez qui est un peu cassé et la bouche. Alors c'est des objets qui sont très difficiles à dater puisqu'on les trouve à partir du Nouvel Empire jusqu'à l'époque romaine tardive, même si celui-ci, avec la chevelure comme ça, doit vraisemblablement dater de l'époque romaine. Donc ça nous confirme vraiment qu'on est sur une zone de nécropole. Ça, c'est une très bonne nouvelle. La prospection archéologique est également conduite en face du temple et de la nécropole, du côté est du canal El Nasseri. À cet endroit s'étend un espace urbain de 17 hectares, composé de bâtiments en briques crues formant les restes de la ville de Térénoutis. Les éléments découverts lors de la prospection, toujours menée sous la surveillance des gardiens, indiquent clairement la grande importance de ce lieu. Cette ville de Térénoutis est assez particulière puisqu'elle a un plan organisé de manière orthogonale avec des rues qui se croisent à angle droit, et cela on le voit très bien sur les vues satellites de la ville. Elle est construite entièrement en briques crues avec donc des murs qui sont préservés en élévation, ce qui est plutôt rare pour des villes du delta. Alors l'activité des sébarines, c'est-à-dire des anciens paysans qui venaient chercher des terres fertiles pour répandre sur leurs champs en profitant donc de cette brique crue antique, a détruit une partie de l'élévation de cette ville, et on trouve à certains endroits de grandes fosses, de grands trous faits par ces paysans, mais nous avons la chance d'avoir de grandes zones bien préservées avec donc de l'élévation, c'est-à-dire que les niveaux de sol en dessous sont conservés et la ville présente donc un fort potentiel d'exploration. On pensait jusqu'à présent que cette ville naissait au début de l'époque romaine impériale, on va dire au 1er siècle après Jésus-Christ, mais nos premières observations de surface ont permis de montrer qu'il y avait également de la céramique plus ancienne en surface, de la céramique d'époque hellénistique, d'époque ptolémaïque, c'est-à-dire de la céramique grecque, qui nous laisse penser, même si on ne le voit pas encore vraiment en surface, que la ville plus ancienne, la ville ptolémaïque et peut-être même une partie de la ville pharaonique se trouve en dessous des restes sur lesquels nous nous trouvons actuellement, qui remontent pour l'essentiel à l'époque romaine et à l'époque byzantine. On sait également que la ville s'est déplacée à l'époque plus tardive, puisque à peu près à 500 mètres au-delà du site où l'on se trouve aujourd'hui, une partie d'une ville plus tardive, c'est d'une ville médiévale, est conservée. On le voit également à la céramique en surface, avec de très jolies céramiques glaçurées qui peuvent dater du Xe au XIIe siècle après Jésus-Christ. Les prospections menées dans la ville sont l'occasion de localiser certains vestiges particuliers, à l'image de ceux qui servaient à la fabrication de la faïence. Cela permet aujourd'hui de déterminer l'emplacement des ateliers dans lesquels ce matériau était travaillé. Donc là, nous nous trouvons dans la ville de Térénoutis, où nous savons qu'ils fabriquaient de la faïence. Et on a découvert sur le site de nombreux éléments qui attestent donc de cette fabrication. Et notamment ici, nous avons une sorte de mortier en pierre dure, donc qui était creusé pour permettre justement d'écraser les différents pigments, pour récupérer ces pigments donc pour la faïence. Et on voit donc, si on nettoie un petit peu la pierre, on voit très bien les traces de pigments qui sont conservées sur cette pierre.
Et donc, c'est quand même des choses qui sont exceptionnellement bien conservées. Dans un avenir proche comme dans un avenir lointain, nous souhaitons évidemment développer les travaux sur le site de Kom Abou Bilou. Dans un premier temps, en poursuivant la prospection que nous avons entamée cette année, notamment en faisant intervenir différents spécialistes, par exemple des géomorphologues ou alors des géophysiciens, des gens qui vont venir faire des prospections géomagnétiques par exemple, pour avoir une image de ce qu'il y a dans le sous-sol sans avoir à faire de fouilles archéologiques. Et également des gens de l'Université de Lille 3, par exemple nous avons un projet pour faire des photographies par cerf-volant qui nous donneront une belle image de la ville, également des architectes qui vont venir sur le terrain, d'autres céramologues. Nous souhaitons également poursuivre l'accueil des doctorants qui pourront venir compléter leur formation sur le terrain. Et à l'issue de cette prospection et de la mise en œuvre de ces différentes approches, l'objectif est bien entendu d'ouvrir une fouille archéologique à proprement parler, tous les travaux de prospection que nous faisons actuellement, visant notamment à choisir les problématiques et les endroits sur lesquels nous travaillerons dans les années prochaines. Mais c'est ça qui est chiant. D'accord. C'est le miel qui est... Je sais pas les noms, mais... On va faire le miel un peu liquide. Maintenant, il y a un... Parce que j'ai... دي عمايل مين الفول الاخضر هو زي ما هو كده بقى ده سلطه بلدي بلدي بس